Paris, mardi 16 avril 2019. La capitale se réveille sidérée après une nuit d'horreur. La veille, Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique vieille de 850 ans, a été frappée par l'incendie le plus dévastateur de son histoire. Des images d'une rare violence qui ont fait le tour du monde. Il y a une tempête de feu, littéralement, au-dessus de Notre-Dame de Paris. La flèche qui s'effondre, c'est le premier signe visible que quelque chose a été perdu à jamais. Mais derrière les images que nous avons tous vues, que s'est-il réellement passé? C'est une plongée au cœur du brasier que nous vous proposons. Je me disais, regarde bien ta cathédrale, parce que c'est mal parti. Grâce à quel procédé technologique les pompiers ont-ils réussi à combattre le feu? Le robot, lui, il est allé dans l'église, dans la salle, pour aller attaquer ce feu. Ils n'ont pas, avec ce système-là de canalisation fixe, à dérouler des tuyaux sur 40 mètres d'escalier. Pourquoi, dès sa construction, la cathédrale a-t-elle été conçue pour résister au feu? La voûte en pierre servait de pare-feu en maintenant efficacement les deux espaces séparés. À quels obstacles techniques les soldats du feu ont-ils été confrontés? C'est le cœur le plus ancien de Paris, les rues y sont étroites. Donc il n'y a pas énormément de bouches à incendie. Sapeurs-pompiers, architectes, historiens, celles et ceux qui étaient en première ligne révèlent les dessous de cette soirée du 15 avril. L'échafaudage n'est pas conçu pour réagir à ça, donc là on a de vraies inquiétudes. Minute par minute. Le général nous dit, nous avons une demi-heure pour gagner la bataille du feu. Comment des femmes et des hommes se sont battus pour sauver un monument unique au monde. C'est le feu de leur carrière et c'est peut-être le feu du siècle. C'est l'histoire de la France. Voici les dessous de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Une catastrophe hors de contrôle. Paris, lundi 15 avril 2019, il est 18h. Une foule se masse sur le parvis de Notre-Dame. D'ordinaire, 35 000 visiteurs venus du monde entier fréquentent chaque jour la cathédrale. Seulement aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le début de la Semaine Sainte, un événement qui fait grimper la fréquentation de 30%. Monseigneur Patrick Chauvet est le recteur de la cathédrale. Lundi Saint, nous entrons dans ce qu'on appelle la grande semaine. Pour nous, ça récapitule toute l'année liturgique. À Notre-Dame de Paris, c'est une semaine d'activité très dense parce qu'il y a des gros offices quasiment tous les jours jusqu'au dimanche de Pâques. Et que l'on soit croyant ou non, comme à chaque fois, la vieille dame de 850 ans émerveille. C'est un symbole pour les catholiques du monde entier, mais ça va bien au-delà comme symbole. Il y a la beauté, naturellement, du monument, qui est quand même un chef-d'œuvre architectural. Mais plus que cela, c'est l'histoire de la France. Plus qu'une cathédrale, un monument iconique. Mais un monument qui souffre de sa vétusté. Avec ses 127 mètres de long, ses 96 mètres de haut, ses 4800 mètres carrés de superficie, la cathédrale pourrait loger 11 terrains de basket. Difficile dans ces conditions de la maintenir constamment en état. La cathédrale se dégradait quand même beaucoup, mais c'est un monument énorme, gigantesque. La flèche, ça faisait partie des préoccupations parce qu'elle n'avait pas été restaurée depuis 80 ans. On avait des signes qui montraient qu'elle était quand même en mauvais état, donc il fallait faire une intervention assez urgente. Il est 18h10. La messe va bientôt démarrer. Le public pénètre dans l'enceinte de la cathédrale. 50 mètres plus haut, des ouvriers achèvent leur journée de travail. Car depuis 6 mois, Notre-Dame accueille un chantier gigantesque pour restaurer la toiture et notamment la flèche, cette partie qui s'élance au centre de l'édifice. Tout a débuté avec le montage d'un échafaudage hors norme, une lourde tâche confiée à la société de Julien Lebras. Il sait qu'en travaillant sur Notre-Dame,
il vit un instant particulier de sa carrière. Notre-Dame fait partie de ces charpentes assez exceptionnelles. Forcément, lorsqu'on a la possibilité de travailler sur un monument tel que Notre-Dame, qui plus est sur le symbole qui est la flèche, c'est un plaisir tout particulier, c'est un honneur qui nous est donné et c'est une chance. 18h15. La messe démarre. 700 personnes sont là dans la nef de la cathédrale. Pour le moment, il n'y a rien à signaler. Le 15 avril, comme tous les soirs, il y a d'abord les vêpres à 17h45 et puis la messe est à 18h15. Voilà. Donc là, tout se passe comme il faut. 3 minutes seulement après le début de la messe, un événement inattendu se produit. Un voyant vient de s'allumer au PC sécurité situé dans le presbytère. À 18h18, il y a un voyant rouge avec marqué feu en majuscule qui s'allume. Ça affiche un message assez confus, assez obscur. Une succession de 3 mots d'abord, comble, nef, sacristie, et ensuite une succession de chiffres et de lettres aussi peu compréhensibles qui est ce qu'on appelle en fait l'adresse du détecteur incendie. Pour le responsable chargé de la sécurité du site, il faut aller voir du côté de la sacristie, cette partie de la cathédrale qui jouxte le grand édifice. Serge Delay est un ancien sapeur-pompier parisien, aujourd'hui expert judiciaire en incendie. Pour lui, chaque minute compte dans cette action de reconnaissance appelée la levée de doute. Lorsqu'il y a une apparition de fumée, le détecteur est sensibilisé. Il envoie une information sur un tableau de signalisation. Lui porte une numérotation, une adresse, et on peut aller reconnaître les lieux, c'est-à-dire lever le doute pour voir si véritablement il y a un sinistre ou pas. On n'a que 5 minutes, mais les 5 minutes permettent de se rendre sur les lieux et puis de prévenir au PC de sécurité si oui ou non il y a lieu de prévenir les secours. 18h25. 7 minutes après le début de la première alerte, l'agent de sécurité ne constate rien d'anormal dans la sacristie. 18h25, le garde de la cathédrale prend son talkie-walkie, dit « J'ai fait la levée de doute, j'ai rien vu, pour moi, il n'y a pas de feu, rien à signaler. » 18h35. À Notre-Dame, la situation semble toujours sous contrôle. Mais par mesure de sécurité, les 700 personnes de la messe sont évacuées, le temps de trouver l'origine du problème. S'il n'y a rien dans la sacristie, il faut se rendre dans l'édifice principal, à commencer par les combles. L'agent de sécurité grimpe les 300 marches qui le séparent du haut de la cathédrale. Il est précisément 18h48 quand il ouvre la porte qui mène au comble de Notre-Dame. À cet instant, il découvre l'inimaginable. Monseigneur Chauvet est au pied de la cathédrale. Lui aussi comprend très vite la gravité de la situation. En levant la tête, je vois la fumée, mais je vois surtout que le feu s'est embrasé si vite qu'on voit déjà apparaître les flammes. Sous la fameuse flèche, une colonne de feu ronge la charpente. Un incendie qui peut rapidement devenir incontrôlable à cause de la nature même de cette charpente. On l'appelle la forêt. 1300 chênes, 21 hectares d'arbres, l'équivalent de 30 terrains de football, ont été nécessaires à sa fabrication. Le feu de comble est déjà complexe, mais là, on est dans des dimensions hors du commun. On a une longueur de feu qui fait à peu près 100 mètres, qui se trouve à près de 40 mètres du sol, avec un potentiel calorifique énorme. Donc ça va être une lutte extrêmement compliquée. Mais ce n'est pas tout. Comme le montrent ces images de la forêt, au-delà de sa composition en bois, c'est la structure même de la charpente qui facilite son embrasement. Il y a une densité de poudre qui est très importante et il n'y a pas de compartimentage à l'intérieur. Donc un feu qui va se développer va très rapidement occuper tout le volume du comble. 19h. Alors que les premières équipes de pompiers arrivent sur les lieux, les caméras du monde entier se braquent sur la cathédrale. On a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché il y a quelques instants
et ce sont les premières images qui nous parviennent. 10 minutes après la découverte de l'incendie, les pompiers s'engagent dans la lutte contre le feu. Les pompiers de Paris, ils ont tout un tas de procédures et d'entraînements pour aller le plus vite possible. Ils doivent faire un premier tour de l'incendie pour voir les moyens qu'ils vont demander à leur QG. Dans le jargon des pompiers, ce premier repérage est appelé le tour du feu. Il est capital pour connaître au mieux l'ennemi à combattre. C'est une sorte de diagnostic que l'officier va faire en faisant le tour du bâtiment. Il va en même temps comprendre la volumétrie du lieu dans lequel un phénomène thermique est en train de se développer. Le feu se propage à toute allure et il semble évident que la vingtaine d'hommes présents sur place ne suffira pas. Le chef de la caserne des pompiers qui arrive à ce moment-là envoie, et ça c'est la procédure, tout de suite une demande de renfort et il termine son message par « poursuivons reconnaissance ». C'est un code pour dire au QG des sapeurs-pompiers Porte de Champéret, le feu est en ce moment hors de contrôle. Il va falloir mobiliser des moyens incroyables. Le ministre de la Culture, Franck Riester, arrive sur le parvis. Il découvre un spectacle auquel il ne s'attendait pas. J'avais pensé que c'était un petit incendie comme ça, que j'allais juste m'arrêter 2 minutes pour pouvoir aller ensuite à l'aéroport prendre mon avion pour Bucarest. En fait, j'arrive sur place, il y a une tempête de feu, littéralement, au-dessus de Notre-Dame de Paris, avec des cendres qui retombent en masse sur le Paris. Le combat ne fait que commencer. Mais alors qu'ils pensent pouvoir contenir l'incendie, les soldats du feu vont très vite se retrouver dépassés. 19h10. À Notre-Dame, une première batterie d'hommes est envoyée au plus près de la charpente. Objectif, éteindre le feu en s'attaquant au lieu même où il a démarré, sous la flèche. Le seul moyen, c'est de pénétrer à l'intérieur pour tenter d'éteindre le foyer principal. Pour éteindre le feu, il faut l'avoir devant les yeux. Il faut qu'il soit dans le visuel pour qu'on puisse l'attaquer. On attaque le cœur du foyer. Comment attaquer ce feu de charpente? C'est une attaque qui est compliquée parce qu'il faut acheminer, bien sûr, les moyens hydrauliques en hauteur, par où je vais passer pour passer les tuyaux, amener les lances pour être efficace sur le foyer. Dans leur combat contre le feu, les pompiers ont un avantage, des colonnes sèches, des canalisations vides qui facilitent grandement leur travail. Alimentées depuis le sol, elles permettent de distribuer l'eau aux étages à grande vitesse. On met des tuyaux souples en bas sur des raccords, on pousse de l'eau et le pompier en haut peut monter avec des tuyaux plus petits et des lances, se brancher dessus pour attaquer directement le feu. Une fois les lances raccordées, le déploiement de pompiers s'élance à l'attaque du brasier. Les pompiers travaillent toujours en binôme. Le plus jeune des deux actionne la pompe et l'aîné qui a un peu plus d'expérience le dirige parce que celui qui actionne la pompe peut être aveuglé par les flammes. Des flammes qui n'ont rien à voir avec celles d'un incendie classique. Confinées dans les combles, elles déploient une énergie de 1800 mégawatts, comparable à celle de 2 réacteurs nucléaires. C'est le feu de leur carrière et c'est peut-être le feu du siècle pour les pompiers parisiens. Ce feu est historique. Les pompiers doivent apporter urgemment une réponse appropriée. L'envoi de Canadair est alors envisagé. Mais cette solution est vite écartée. La charge d'eau d'un Canadair aurait pu complètement se faire écrouler la cathédrale et avoir des dommages inestimables et irréparables. 19h20. Malgré leur combat, les pompiers voient le feu progresser. Si la charpente paraît désormais condamnée, tout n'est pas encore perdu pour Notre-Dame. Sous la charpente, un bouclier. Une voûte de pierre qui protège le reste de la cathédrale, comme l'explique Tom Nixon, spécialiste de l'architecture gothique. À partir du XIe, XIIe siècle, les bâtisseurs privilégient la construction de voûtes en pierre dans les cathédrales. Ils séparaient ainsi le bâtiment principal de la charpente, très sèche et plus vulnérable au feu. La voûte en pierre servait de pare-feu en maintenant efficacement les deux espaces séparés. La survie de la cathédrale tout entière repose donc sur le rôle pare-feu de cette voûte. Seulement un événement tragique
va tout compromettre. « 19h30. Voici une heure qu'on tente de contrôler l'incendie de Notre-Dame. Au front de la lutte contre le feu, une véritable armée. De la vingtaine de pompiers au départ, 600 sont désormais engagés sur place. Les pompiers de Paris sont des militaires, et pour eux, le feu est un ennemi, comme pour l'être un ennemi combattant vivant. Une espèce de corps qui a son développement propre, sa dynamique propre, son caractère propre. Les pompiers, à la couleur d'une fumée, à sa densité, ils savent vous dire à quel état en est le feu. Et ce qu'ils voient ne présage rien de bon. Depuis une quinzaine de minutes, les pompiers occupent tout l'espace autour de la cathédrale. 68 camions, 21 bras élévateurs, du jamais vu. Malgré ces moyens exceptionnels, le combat n'est pas équitable. On a un feu qui est en hauteur. Il est au moins entre 35 et 40 mètres. Donc c'est un feu qui va être difficile à combattre. Les échelles des pompiers couramment vont jusqu'à 30 mètres, donc on a du mal, par les moyens extérieurs, d'arriver au niveau du feu. D'autant que par nature, l'architecture de ce type de monument demande une attention toute particulière. Les pompiers, ils avaient ordre de diriger leurs lances, certes à plein régime sur la toiture, mais en passant au-dessus des rosaces pour les préserver. Ça veut dire qu'avec leur nacelle, ils se rapprochaient des murs. Ils étaient soumis à une chaleur intense. Rien n'y fait. Le brasier continue de s'étendre. Mais pire que l'incendie, un élément fait tout basculer. Il est 20h. Avec sa chute, la fameuse flèche de Viollet-le-Duc rappelle à tous qu'il est tout à fait possible que Notre-Dame disparaisse complètement. Ce qui tombe, c'est la moitié. On voit d'ailleurs la flèche coupée en deux. Elle tombe. J'entends les cris des gens qui étaient autour de moi. Voilà. C'était... bon, c'est le moment de l'alerte. Moi, je me disais, regarde bien ta cathédrale, hein, parce que c'est mal parti. Ah là là là, il y a des pompiers juste à côté. Oh là là, ça tombe dans le cœur. Oh là là, c'est une image totalement improbable. J'imaginais jamais voir une image telle que celle-là. Enfin, Notre-Dame, on la voyait comme un édifice au-dessus de tout. À ce moment-là, très clairement, la flèche qui s'effondre, c'est le premier signe visible que quelque chose a été perdu à jamais. Sidéré par l'effondrement de la flèche, personne n'imagine encore ses conséquences. Et elles sont catastrophiques. Lourde de 750 tonnes, dont 250 de plomb, la structure a perforé le seul rempart qui protégeait encore l'édifice, la voûte de pierre. L'incendie peut désormais s'étendre à l'ensemble de la cathédrale et c'est toute l'action des pompiers qu'il faut repenser. Alors là, les pompiers ont une procédure, c'est-à-dire qu'ils demandent à tout le monde d'évacuer. Ils appellent ça figer la situation parce qu'ils ont besoin de voir que tous les pompiers sont sains et saufs et où ils sont. Donc l'ordre est fait, est envoyé, sauf que tous les pompiers ne sortent pas. Resté près de la charpente, le tout premier groupe d'intervention n'a pas vu la flèche tomber. Pire, le voilà bloqué à l'étage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'effondrement de la flèche, la boucle de feu qui est créée par cet effondrement fait une sorte d'appel d'air et toutes les portes de la cathédrale qui étaient ouvertes se claquent en fait et ferment. Le danger est là parce que les bouteilles à air des pompiers durent en moyenne 40 minutes. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir assez vite. Heureusement, il suffit de quelques minutes à leurs responsables pour gravir les étages et sauver ces hommes. La violence de l'effondrement de la flèche marque un tournant dans la lutte. Les pompiers de Paris font désormais face à un véritable défi. Toute leur stratégie doit être repensée. L'intérieur du monument, jusqu'alors préservé, est gagné par les flammes. Il faut faire vite avant que la cathédrale tout entière ne s'embrase.
Il est 20h02. Sur l'île de la Cité, le temps s'est comme arrêté. Notre-Dame, ce monument multiséculaire, est littéralement en train de partir en fumée. La chute de la flèche laisse derrière elle une cathédrale meurtrie, arborant un tout autre visage. On n'a plus la même silhouette. On est habitué à voir une silhouette élancée, de voir la flèche, de voir les ornements. Et là, il ne reste plus rien. On n'a plus de volume de toiture, on a un échafaudage, une grosse structure métallique qui surplombe. L'échafaudage de 250 tonnes d'acier a miraculeusement résisté à la chute de la flèche. Son état est critique, mais son installation ingénieuse le sauve de l'effondrement. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef de Notre-Dame. L'installation de cette structure est placée sous sa responsabilité. J'ai vraiment demandé à ce que cet échafaudage repose sur 4 points, sans toucher à la charpente, sans s'appuyer dessus, sans toucher à la flèche et l'enveloppe. Il soit donc autostable. Il se porte lui-même. Ce type d'échafaudage est un monument à lui seul. Totalement indépendant de la toiture, il repose en 4 points sur les maçonneries de la cathédrale. Une structure de 50 mètres, totalement inédite. Pourtant, la situation reste inquiétante. En effet, rien n'indique combien de temps les tubes d'acier galvanisés résisteront à l'intense chaleur des flammes. Au milieu d'un tel brasier, avec des températures qui ont avoisiné les 1000 degrés et puis la moitié de la flèche qui s'effondre dessus, l'échafaudage n'est pas conçu pour réagir à ça. Donc là, on a de vraies inquiétudes. Julien Lebras est président de la société Lebras Frères, en charge de l'installation de cet échafaudage. Automatiquement, les pompiers ont une expérience assez pointue des ouvrages métalliques. Ils savent que ces structures ne sont pas réalisées pour résister à des températures pareilles. Donc il y a une vraie inquiétude. Il y a des éléments qui se sont soudés, d'autres qui se sont déformés. C'est un tout, c'est une espèce de grosse carcasse. La tenue de cet échafaudage est primordiale pour la suite des événements. S'il venait à s'effondrer, cela serait fatal pour la survie de l'édifice. Dans ce climat d'incertitude, un détachement de pompiers se prépare de nouveau à entrer dans la cathédrale. Une entreprise à risque pour aller sauver ce qui se nomme le trésor de Notre-Dame. En parallèle de la lutte contre l'incendie sur le monument lui-même, tout un dispositif de sauvetage des œuvres qui sont à l'intérieur de Notre-Dame de Paris s'est mis en œuvre entre bien sûr les pompiers, mais aussi l'évêché et le ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'on m'a demandé tout de suite, sur le parvis, on me dit, mais il faut sauver quoi? Je dis la couronne d'épines, parce que la couronne d'épines, c'est un témoignage de la passion du Seigneur, mais surtout, c'est une des plus belles reliques de l'Occident avec le Saint-Suaire de Turin. La plupart de ces œuvres est contenue dans la sacristie. Cette annexe, située dans l'aile arrière droite de la cathédrale. Pour mener à bien cette opération, les pompiers se tournent vers l'un des plus fins connaisseurs du monument. Il s'agit de Laurent Prade, le régisseur du patrimoine de Notre-Dame de Paris. Donc on traverse le parvis en courant. C'était assez impressionnant parce que là, pour le coup, on se retrouvait sous le panache. À nouveau la pluie, mais c'était des charbons de bois. Donc là, pareil, je me revois en train de remettre ma capuche sur la tête. On écrasait les charbons de bois sur le parvis. Il y avait ce crissement en fait assez, strident et assez impressionnant. Et donc là, on arrive dans la cour qui longe la cathédrale, qui était transformée en une gigantesque flaque d'eau. Et je me rappelle très bien, on court, on se mouille, mais ça fait rien. Enfin, il faut atteindre la sacristie. Guidé par les pompiers, Laurent Prade parcourt les 200 mètres qui le séparent de la sacristie, tout en sachant l'urgence qui se joue. Ces reliques constituent le trésor de la cathédrale. Leur perte serait inestimable pour la chrétienté. Dans la sacristie, je prends les clés pour que la première chose que nous allions faire, ça soit aller chercher la couronne. À cet instant, le régisseur du patrimoine de Notre-Dame est témoin du désastre qui se joue dans la nef.
tout s'enchaîne, on se prend un peu tout sur la figure, voilà. C'est assez traumatisant. Et il y a surtout cette pluie fine et incandescente qui tombe des voûtes, voilà. Un peu comme des flocons de neige qui tombent doucement. Et ça, c'est assez sublime et effrayant. Et il y a un côté totalement surréaliste. Cette pluie fine et incandescente dont parle Laurent Prade vient de la charpente de la cathédrale. Le feu jusqu'alors contenu dans les combles se transmet maintenant dans l'enceinte du monument. Parce que quand la flèche s'est effondrée, avec elle, effectivement, tous les morceaux de bois qui brûlaient sont tombés dans l'église. Le bois et le plomb en fusion qui constituaient la flèche commencent à se répandre dans la nef. Malheureusement, il est impossible d'envoyer des hommes l'éteindre, la voûte se révélant beaucoup trop instable. La voûte peut s'écrouler à n'importe quel moment. Des éléments de la nef peuvent s'écrouler à n'importe quel moment. Les hommes, effectivement, peuvent plus aller au contact des flammes parce que la température avoisine les 800 degrés. Alors, ils ont beau être suréquipés, avoir un masque à air, des combinaisons ignifuges, c'est vraiment trop. Pour remplacer les hommes, les pompiers n'ont plus qu'une option, une seule, le robot Colossus. Ce robot, il sert en fait à aller attaquer un feu et puis renseigner avec des moyens de caméra. Et ça permet d'épargner en fait les hommes, de ne pas les faire rentrer dans une zone à risque, parce qu'on a eu un effondrement. Dans cet environnement des plus hostiles, seule cette machine est capable de se mesurer aux flammes. Voici les images du robot Colossus. En service depuis 2 ans, il est un atout précieux pour les pompiers. Il est capable de transporter du matériel, d'apporter des informations visuelles grâce à sa caméra thermique, et surtout d'asperger les flammes à un débit d'eau de 3000 litres par minute. Il avait une bonne portée. Là, c'était un cas où il trouvait toute sa justification. En parallèle de l'action du robot Colossus, Laurent Prade et la vingtaine d'hommes chargés de sauver les œuvres sont parvenus à les placer en sécurité à l'Hôtel de Ville de Paris. On a sauvé la douzaine d'œuvres majeures, puisque l'idée dans ce plan de sauvegarde, il y avait une douzaine d'œuvres majeures. Ce sont des objets uniques, uniques sur le plan de l'histoire, uniques sur le plan de l'histoire de l'art, d'une qualité exceptionnelle. Je veux dire, voilà, les perdre, on les aurait perdus à jamais. Cette bataille sonne enfin comme une première victoire pour les pompiers de Paris. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Les soldats du feu vont devoir composer avec un nouvel élément, cette fois-ci météorologique. Il est 20h15. Voilà plus d'1 heure que les pompiers tentent d'éteindre le feu. Sur le parvis de Notre-Dame, de nouvelles interrogations se posent. Comment le feu va-t-il évoluer face à cette nouvelle donnée météorologique qui entre en compte? Et comment les pompiers vont-ils y faire face? La vraie poisse ce soir-là, c'est le vent d'Est, parce qu'il pousse constamment les flammes de la toiture vers les tours. À Notre-Dame, le vent a eu un rôle important dans la mesure où il a poussé les braises et les flammes sur la tour nord. Lorsqu'il prend connaissance de l'incendie, René Daune, pompier à la retraite, se rend immédiatement à Notre-Dame. Il a développé au sein de la brigade des pompiers le dessin opérationnel, une technique qui va avoir son importance dans la lutte contre l'incendie. Lorsque j'ai vu les premières images du feu de Notre-Dame, j'ai tout de suite pensé à faire 2 croquis rapides. Indispensable dans ce genre de sauvetage, les dessins opérationnels permettent l'anticipation de l'avancée du feu. Le croquis opérationnel peut jouer dans l'anticipation sur le développement d'un feu. Et il va pouvoir indiquer par des flèches des sens de développement possible du feu. Il arrive à croquer, à dessiner en 2D, en fait, la typologie, la configuration des bâtiments, ce qui nous permet d'avoir pratiquement une vision intérieure de l'intervention. Lorsqu'il arrive sur place, René Daune, à l'origine de cette technique, présente immédiatement ses croquis et expose ses inquiétudes. Ma première attention est au niveau des tours.
et parce que ça correspond à un des croquis que j'avais transmis au général, où j'avais montré comment le feu du comble pouvait se propager au niveau des tours. Plusieurs dessins sont remis aux généraux par René Daune et un autre dessinateur. Ce qu'ils en déduisent les alerte. Il y a un nouveau départ de feu dont personne n'a connaissance. Pendant des heures, ces flammes lèchent les tours. Elles envoient aussi des déchets enflammés portés par les courants chauds et qui viennent se coincer dans les abassons. En raison du fort vent d'est présent ce soir-là, les débris en feu se décrochent de la charpente. Ils s'engouffrent à quelques mètres plus loin, dans les abassons de la cathédrale. Ces immenses persiennes en métal étudiées pour diriger le son des cloches. Comme la tour est exposée au vent de tous les côtés, le feu peut très rapidement se répandre. Ce qui me glace le sang, c'est que lorsque je lève les yeux vers les tours, eh bien je vois des lueurs de flammes derrière les volets. Je dis ça y est, le feu est déjà parti. Si la tour nord vient à prendre feu, c'est l'ensemble de la cathédrale qui est perdu. Les deux tours de la cathédrale abritent des charpentes gigantesques qui sont de l'époque de Viollet-le-Duc. La tour nord abrite 8 cloches. En effet, l'enveloppe de pierre de la tour nord de Notre-Dame renferme ce que l'on appelle un beffroi, c'est-à-dire une structure entièrement faite de bois qui a pour rôle de soutenir les 17 tonnes de cloches en bronze. Un ensemble haut de 30 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. On a toute une structure de bois qui remplit chaque tour et qui est destinée à désolidariser la partie pierre de la tour des cloches, pour que les cloches puissent battre à la volée. Lorsque les cloches bougent, fatalement, il y a des mouvements imperceptibles, mais enfin, il y a des vibrations, il ne faut pas les transmettre aux maçonnes. Ce bijou d'ingénierie du 19e siècle, étudié pour stabiliser la structure, devient désormais le talon d'Achille de Notre-Dame. Si ça se met à brûler, les cloches vont tomber. Elles auraient probablement emporté la tour avec elles. Si l'une des parties tombe, il y a un risque d'effet domino. Les pompiers doivent éviter un effondrement généralisé de la cathédrale. Pour cela, ils vont devoir mettre en œuvre une stratégie d'une extrême dangerosité, au péril de leur vie. We are following an awful situation. Tonight, Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire. Il est 20h30. Cela fait maintenant 2 heures que l'emblématique cathédrale brûle. Le monde entier a les yeux rivés sur Paris. Malgré la tension médiatique qui entoure cet événement, rien ne déstabilise la stratégie des pompiers. Ils sont d'ailleurs sur le point de prendre l'une des décisions les plus difficiles de la soirée, abandonner le sauvetage de la charpente. Les pompiers, parce qu'ils ont tout un vocabulaire, évidemment, ils appellent ça faire la part du feu. La part du feu, c'est ce qu'on décide d'abandonner pour sauver l'essentiel. C'est dire, ça c'est perdu, si on ne veut pas perdre le reste, il faut reconcentrer nos efforts sur quelque chose d'autre. Et donc, repris général. La charpente, elle est sacrifiée. On ne pourra plus la sauver. Dès lors qu'elle est complètement embrasée, c'est dérisoire d'essayer de l'éteindre. Par contre, il faut anticiper sur la progression de l'incendie et il faut localiser en fait ce qu'on peut encore sauver. Pour ça, ils vont concentrer toutes les lances à incendie pour isoler les tours. Les pompiers mettent alors sur pied une opération spéciale qu'ils appellent le rideau d'eau. L'attaque se décline en 4 points, 3 du côté nord et 1 du côté sud. En concentrant un maximum de lances entre la tour nord et la charpente, les pompiers espèrent stopper le flux de déchets enflammés qui s'engouffrent dans le beffroi. Le combat, c'est d'essayer de faire une barrière pour que le feu n'entre pas dans la tour nord. Donc, il donne ordre de concentrer tous les moyens des lances à incendie pour faire ce rideau d'eau. Au plus fort de l'incendie,
21 lances sont mobilisées, dont 15 à grande puissance. Ces moyens lourds nécessitent chaque heure des centaines de milliers de litres d'eau. Une quantité si importante que les pompiers font face à une nouvelle difficulté. L'île de la Cité a une particularité, comme c'est le cœur le plus ancien de Paris, les rues y sont étroites. Donc il n'y a pas énormément de bouches à incendie. Par chance, la cathédrale est située à proximité d'une autre source d'eau, celle-ci inépuisable. Le fleuve qui découpe la capitale en deux, la Seine. Serge Delay, ancien pompier de Paris, sait à quel point cette situation est une chance. On a 2 bras de Seine de chaque côté d'île de la Cité et bien sûr, rien n'est laissé au hasard. On a un port qui est sous le Pont-Neuf, c'est la caserne fluviale de la Monnaie où il y a un bateau-pompe et c'est ce bateau-pompe qui est venu se positionner et qui a permis d'aspirer et d'envoyer des grandes quantités d'eau dans plusieurs lignes de tuyaux justement pour alimenter les lances. Rapidement, un deuxième bateau de ce type est réquisitionné pour rejoindre le premier. Positionnés sous un pont à proximité de la cathédrale, ces bateaux équipés de pompes permettent en eau des camions en surface qui eux-mêmes alimentent les lances incendies des pompiers. L'ensemble distribue près de 5500 litres d'eau par minute. La pompe du bateau-pompe pousse de l'eau dans des tuyaux de grosse section. Ces tuyaux vont alimenter des engins en surface et à partir de ces engins ont eux-mêmes des pompes qui relèvent la pression et là on va vers des lignes de tuyaux un peu plus petites qui vont alimenter des lances. Malgré l'effort intense que fournissent les pompiers, un nouveau problème se pose. Dans un feu de cette ampleur, le général Gallet l'a dit a posteriori, il aurait fallu 100 lances à incendie. Comme les rues sont étroites, on ne peut en avoir qu'une vingtaine. À cet instant, pour les pompiers, le sauvetage bascule. Les pompiers ont eu le commandement quand même un vrai moment de cafard parce qu'ils n'arrivaient absolument pas à reprendre la main. Mais vraiment, le feu se répandait partout. Il était déjà dans la nef, les flammes de la toiture léchaient les tours. Quand vous regardez à ce moment-là, vous fixez les yeux sur la cathédrale en disant « mais pas possible, c'est pas possible, ça ne peut pas disparaître devant nos yeux ». Alors que tout semble perdu, les pompiers vont tenter une nouvelle fois de prendre l'avantage sur cet incendie. Mais à quel prix ? Si toutes les possibilités ont été étudiées, il en reste bien une que les soldats du feu aimeraient éviter. Pourtant, elle est l'unique manière de sauver Notre-Dame. « 20h35. La tension à Notre-Dame est à son comble. Les pompiers ne peuvent enrayer la propagation du feu dans le beffroi nord. Dans ce climat de tension extrême, le président de la République, Emmanuel Macron, arrive sur les lieux. Quand le président Macron arrive, sa présence déjà montre qu'on est en train de vivre un moment, un drame national. À partir de ce moment-là, lui-même va aussi un petit peu interagir avec le général Gallet pour décider de la suite des opérations. Un groupe restreint composé de personnalités politiques se rend dans une salle de la préfecture de police située juste en face de la cathédrale. Franck Riester, ministre de la Culture, et Monseigneur Chauvet font partie du cortège présidentiel. Le général Gallet, en charge des opérations sur cette intervention, rend compte de la situation au chef de l'État. On est dans un bureau, le général Gallet met un grand papier sur une table, il dessine et disons qu'on aurait pu être sur un champ de bataille. Et le général donne les ordres. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il présente au président Macron l'état des lieux, l'avancée du feu et les risques. Rapidement, le chef des opérations expose ce qu'il considère comme être l'opération de la dernière chance.
et il prend une décision qui est une décision difficile, c'est qu'il prend la décision d'envoyer des hommes dans la tour nord, qui était la plus attaquée, pour aller au plus près, lutter contre le feu. Tant qu'on peut tenir à l'intérieur, je pense qu'il faut faire l'effort. La décision, c'est on y va. On y va. Et le général nous dit, nous avons une demi-heure, Monsieur le Président de la République, pour gagner la bataille du feu. Si au bout d'une demi-heure, on n'a pas réussi à éteindre le feu qui commence dans le beffroi nord, à ce moment-là, on risque de perdre Notre-Dame de Paris. En parallèle, sur le parvis se tient une autre réunion, celle du général Gontier avec l'équipe qui s'apprête à entrer dans la cathédrale. Il lui expose les risques et s'assure d'une chose primordiale, son consentement. Il essaie de mesurer si ces hommes ont bien tout compris et s'ils vont consentir au risque. Il pose une question, on y va ou pas? Cette question posée est hyper importante parce qu'il ne faut pas que les hommes montent la peur au ventre. S'ils montent la peur au ventre, ils vont faire des erreurs et ils peuvent en mourir. Face à la cathédrale, une douzaine d'hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est sur le point de pénétrer dans le monument ravagé par les flammes. La tour nord commence à prendre feu, c'est trop dangereux, trop de marches à monter, les cloches qui peuvent éventuellement s'effondrer, donc on ne prend pas ce risque, donc on passe par la tour sud. L'opération se décline en 2 phases. La première oblige les pompiers à gravir les 322 marches de l'escalier en colimaçon de la tour sud. Une ascension longue et périlleuse de 60 mètres pour rejoindre la terrasse entre les 2 tours. Si tout venait à s'embraser, il n'y a pas de retraite facile. Et puis, les pompiers, ils ont 20 kilos de matériel sur le dos, plus leur lance. Donc, en soi, ça, c'est très risqué. Dans un deuxième temps, les pompiers raccordent les silences à incendie en les déroulant le long de la façade à un camion situé directement sur le parvis. Successivement, un petit bataillon d'hommes prolonge l'ascension jusque dans le beffroi de la tour. Ils ouvrent, et là, il est 20h58, et ils voient des poutres en flammes un peu au-dessus des cloches. Il faut rentrer, et partant de là, on se trouve dans un dédale ça ressemble plus à un échafaudage de bois qu'autre chose. Hein. Il y a des petits escaliers de bois. D'ailleurs, il y a un sapeur-pompier qui passe à travers un plancher à un moment. Il est retenu par son appareil respiratoire et en écartant les bras. Bon, ça montre l'ambiance dans laquelle ces choses-là se passent. C'est une véritable action commando qui est engagée là. Il n'y a pas que les flammes, il y a aussi la chaleur, par exemple. Les murs sont extrêmement chauds. Ça fait quasiment 2 heures, si ce n'est 2 heures et demie, qu'ils sont soumis à une pression thermique énorme. Et rien que le fait d'être à quelques mètres, voire à quelques centimètres d'un mur, est extrêmement dangereux. Les pompiers de Paris prennent tous les risques pour sauver Notre-Dame. Ces soldats surentraînés combattent le feu pendant 30 minutes, une éternité dans cet enfer. Quand enfin, les lances des pompiers parviennent à éteindre l'incendie. On peut dire qu'une fois que la tour nord était sauvée, on pouvait respirer. Comme le prouvent ces photos du beffroi prises une fois l'incendie maîtrisé, cette manœuvre permet pour la première fois de la soirée de reprendre la main sur le feu. Cependant, rien n'est encore gagné. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, loin de là, puisqu'ils travailleront encore une bonne partie de la nuit, mais du moins, ils ont arrêté en fait la progression de l'ennemi, ils le contrôlent, et l'ennemi est prêt à être complètement abattu d'effet. Il est 23 heures. Après 5 heures d'incendie, la pression retombe enfin sur le parvis. Le chef de l'État annonce la victoire des pompiers sur le feu. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. Lorsque la nouvelle se répand, les pompiers sont spontanément acclamés par la foule. Les soldats du feu poursuivent leur travail, mais le brasier n'est plus leur préoccupation principale.
La cathédrale meurtrie reste debout, mais pour combien de temps? Les ingénieurs et les architectes responsables du monument sont inquiets quant à sa stabilité. On ne sait pas si les voûtes vont tomber, on ne sait pas s'ils vont résister, on ne sait pas jusqu'où va aller la catastrophe. Je savais que c'était pas fini du tout. Et après, je me suis même dit, bon, c'est pas parce que le feu est éteint que c'est fini. Justement pas. J'avais presque envie de dire, c'est maintenant que tout commence, quoi. En effet, la destruction de la toiture déséquilibre l'ensemble de la structure et la résistance de la voûte demeure encore incertaine. Une opération d'ampleur est alors sur le point d'être mise en place. Mardi 16 avril, il est 7 h du matin. C'est une cathédrale considérablement abîmée qui se dévoile aux yeux de tous. Le feu laisse derrière lui les traces d'une lutte intense. Son aspect extérieur témoigne du violent incendie qu'elle vient de subir. Pour la première fois, les personnes autorisées entrent dans le monument et prennent connaissance des dégâts. On a des visions de la cathédrale qu'on n'avait jamais eues. On voit le jour dans la cathédrale par le ciel. Voilà, une vision apocalyptique que j'aurais jamais imaginée. J'ai retrouvé 2 énormes trous dans la voûte. On voit une partie de la charpente par terre, on voit la flèche surtout qui est tombée à l'intérieur. Les traces que l'incendie laisse derrière lui inquiètent et interrogent les spécialistes. Comment un monument ayant subi de tels dégâts va-t-il résister aux conditions climatiques? Et comment la structure de ce monument de 850 ans va-t-elle réagir dans le temps? Le lendemain, on ne savait pas si sans toit, la structure tiendrait, car elle n'était plus protégée. On ne savait pas ce qui pouvait se passer en cas d'intempérie. Pour Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, il faut rapidement repérer quelles sont les parties du monument les plus touchées par l'incendie. Tout mon travail de la journée, ça a été justement d'évaluer, bon, c'est quoi le bilan de cette catastrophe? Et c'est ce qu'on m'a demandé très vite. En effet, il faut stabiliser les 3 pignons de la cathédrale. Ces éléments de maçonnerie délimitent la toiture de Notre-Dame. Étant à l'origine fixés à la charpente, ils sont dorénavant susceptibles de tomber à tout moment. De gros moyens sont mis à la disposition de l'architecte. La plus grande grue d'Europe est envoyée sur le chantier pour soulever d'immenses structures de bois qui servent à équilibrer les pignons. Pour épauler ces pignons, en fait, il fallait qu'il y ait des contrefiches. Mais ces contrefiches, il fallait que je les repose sur quelque chose. J'avais plus de voûte, j'avais plus de plancher, j'avais plus rien. Donc il a fallu que je crée un plancher. Et c'est avec des poutres qu'on a mis avec une grue, qu'on a posé sur les murs. Ensuite, on a créé un plancher. Sur ce plancher, on a mis en place des demi-fermes triangulaires qui étaient contre le pignon pour qu'il ne puisse plus bouger. Il fallait faire revenir du bois, il fallait étayer l'ensemble, il fallait enlever les statues qui prenaient du poids. Donc c'était dantesque. En 24 heures, le travail d'hommes et de femmes permet de pérenniser une partie de la structure de Notre-Dame. Dans les mois qui suivent, l'inquiétude se porte sur les voûtes. En partie effondrées, elles ne permettent plus d'assurer une parfaite stabilité à l'édifice. L'entreprise de Julien Lebras est alors mandatée pour installer 28 cintres en bois dans les arcs-boutants. La crainte des architectes était que les pierres puissent se déliter ou que les joints perdent en cohérence et qu'il y ait un risque d'effondrement des voûtes. Ces travaux ne sont que le début d'une très longue liste. Les dégâts sont en effet si nombreux que le monument s'apprête à passer de longues années en restauration. Près de 80 ouvriers y travaillent tous les jours. Ensuite, il faudra se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Car là, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire l'état des pierres. Donc il va falloir faire une étude. Ça va être très long aussi. Notre-Dame est debout. Donc c'est une catastrophe, mais derrière, il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est la reconstruction
qui sera certainement très longue, mais il y a l'espoir de retrouver Notre-Dame comme elle était autrefois. Aujourd'hui, les défis sont multiples. En fondant, le plomb présent sur la charpente et la flèche s'est infiltré presque partout autour de la cathédrale et cause un arrêt partiel du chantier durant 3 semaines, à l'été 2019. Meurtrie, la vieille dame est toujours debout. Nul doute qu'un jour, elle se relèvera de ce traumatisme, pour que ce 15 avril 2019 ne soit plus qu'un lointain souvenir. Le souvenir d'une soirée et d'un incendie hors de contrôle. « 22 avril 2010, dans le golfe du Mexique, à 80 km des côtes de la Louisiane. Le monde entier assiste impuissant, en direct à la télévision, au déclenchement de l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. La marée noire devrait toucher les côtes de Louisiane et du Mississippi dans les 24 heures. Cleanup crews spent the day trying to keep the 12-mile-long oil slick from the rig from reaching shore. À l'origine de la catastrophe, le pire scénario jamais imaginé par les compagnies pétrolières s'est produit. La plateforme Deepwater Horizon a explosé. On a commencé à voir des barils et des conteneurs projetés hors de la plateforme, comme des roquettes. Un incendie gigantesque a transformé cette plateforme avec 126 personnes à bord en torches géantes. 11 d'entre elles ne seront jamais retrouvées. C'est la pire catastrophe de l'histoire du pétrole aux États-Unis. Grâce aux plus grands spécialistes, aux enquêteurs et aux témoins directs du drame, nous allons tenter de comprendre comment les équipes ont dû faire face à l'impossible. Si cette fuite avait eu lieu à terre, dans un puits pétrolier à terre, l'affaire aurait été réglée en quelques jours. Quel enchaînement de circonstances a pu provoquer un tel drame ? Ces moteurs ont des arrivées d'air et aspirent le gaz naturel qui est hautement inflammable. Pourquoi aucun système de protection n'a-t-il pu empêcher cet accident ? La pression a augmenté à l'intérieur même du tuyau. De fait, l'étanchéité n'a pas été totalement assurée. Comment l'un des fleurons de l'industrie pétrolière a pu se transformer en une catastrophe hors de contrôle ? Le 20 avril 2010, c'est une belle journée qui commence en Louisiane, un État du sud des États-Unis. Mais sur la plateforme Deepwater Horizon, le moral des équipes n'est pas au beau fixe. Depuis 4 mois, ils sont 126 à se relayer à bord tous les 15 jours pour tenter de forer le puits Macondo. Et qu'ils soient foreurs, électriciens ou ingénieurs, la mission leur semble de plus en plus compliquée. L'ambiance est un peu tendue ce jour-là car le puits a donné beaucoup de fil à retordre aux équipes. Entre eux, les hommes l'appellent le puits de l'enfer. Le projet compte déjà plus de 43 jours de retard sur le planning prévisionnel. Et chaque jour supplémentaire, c'est $1 million perdu pour l'exploitant, British Petroleum, BP. Ces plateformes sont très chères, donc BP veut finir le forage de ce puits pour passer à un autre projet, et ça, l'équipe l'a bien compris. Les plateformes pétrolières font partie du paysage côtier de la Louisiane depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1947 exactement. Le golfe du Mexique fait partie des premières régions du globe qui ont été systématiquement explorées
pour la production de pétrole offshore. La région du golfe du Mexique est une zone très importante pour l'industrie pétrolière internationale, car elle est le théâtre de nombreuses innovations technologiques en mer profonde et très profonde, ce que les pétroliers appellent l'offshore profond, l'offshore très profond. Le pétrole, c'est vraiment la richesse principale de cette région du sud des États-Unis. Aujourd'hui, toutes les grandes compagnies pétrolières mondiales sont présentes dans le golfe du Mexique. Elles génèrent plus de 23 000 emplois rien qu'en Louisiane et rapportent plus d'1 milliard de dollars par an à l'État. Parmi ce champ pétrolier, Deepwater Horizon est une plateforme d'exploration, c'est-à-dire qu'une fois le puits creusé, elle laisse la place à une plateforme de production qui, elle, va exploiter le pétrole. Construite 9 ans plus tôt, c'est une plateforme semi-submersible à positionnement dynamique qui n'est pas fixée au fond de la mer et se dirige finalement comme un bateau grâce à des moteurs. 121 mètres de long sur 78 de large, soit une surface de plus de 9000 mètres carrés, l'équivalent d'un stade de foot américain. Elle culmine à 74 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. C'est une plateforme et un type de plateforme qui a fait ses preuves dans cette région et ailleurs dans le reste du monde. La structure entière pèse plus de 33 000 tonnes, soit 4 fois et demi le poids de la Tour Eiffel. Son coût, 560 millions de dollars. Loren Steffi est journaliste et écrivain, spécialiste de l'industrie pétrolière. Il suit de près l'activité dans le golfe du Mexique. Deepwater Horizon est vraiment ce qui se fait de mieux. Elle est au top de la technologie. C'est une des plateformes les plus récentes parmi celles qui opèrent dans le golfe du Mexique. C'est aussi l'une des plus grandes, l'une des plus chères. Mais elle participe également aux projets les plus pointus. Il s'agit de creuser des puits plus profonds. Donc travailler sur cette plateforme, c'est vraiment pousser la technologie au maximum de ses possibilités, repousser les frontières en quelque sorte. Deepwater Horizon n'en est pas à son coup d'essai. Depuis sa construction, elle a déjà foré de nombreux puits. Depuis 4 mois, elle s'attaque pour le compte de la compagnie BP au puits Macondo, situé à plus de 80 km des côtes de la Louisiane. Ici, on évolue dans la mer ultra profonde, comme on l'appelle dans le milieu pétrolier. À cet endroit, la profondeur de l'eau atteint en effet 1600 mètres, et le puits est creusé à plus de 4 km sous le fond de la mer. Il se trouve donc à près de 6000 mètres sous la plateforme, 1000 mètres de plus que le Mont Blanc. C'est toujours un défi de forer à très grande profondeur. Les technologies qui sont mises en œuvre par l'industrie pétrolière pour aller forer à des dizaines de milliers de mètres sous la surface des flots sont des technologies qui n'ont rien à envier à la sophistication des technologies utilisées par l'industrie spatiale. Pour creuser, les équipes ont utilisé une sorte de perceuse géante avec à l'extrémité un trépan qui va directement attaquer la roche. Mais creuser ne suffit pas. En effet, un puits a tendance à s'effondrer sur lui-même en permanence. Alors pour le renforcer et assurer son étanchéité, à mesure que le forage se poursuit, on descend un tubage en acier, puis on injecte du ciment entre l'acier et la roche. C'est la phase de cimentation du puits. L'objectif, c'est ce réservoir d'hydrocarbures, mélange de pétrole et de gaz instable d'environ 175 degrés. Un mélange à manipuler avec une extrême précaution. 4000 mètres d'écorce terrestre le compriment en permanence. Tout au long du forage, si la pression est trop forte, les équipes risquent un blow-out, une éruption d'hydrocarbures. Biologiste marin de formation, Christophe Rousseau est directeur adjoint au CEDRE, un centre qui étudie les pollutions des eaux créées à la suite du naufrage du pétrolier Amoco Cadiz. La subtilité dans tout ce qui est forage pétrolier, c'est d'être capable de compenser au bon moment l'évolution des pressions au gaz pétrole qui sont générées au fur et à mesure du forage. Si on ne la maîtrise pas, eh bien, ça remonte, ça emporte tout sur son passage. Voilà. Les éruptions de puits, c'est ça. Sur Deepwater, tout le monde est à cran car depuis le début du forage, rien ne se passe comme prévu. Quelques semaines plus tôt, ils ont même eu des signaux inquiétants.
La nature même du puits est compliquée, et ça depuis le début. Ils ont eu pas mal de kicks. C'est lorsque du gaz sort du puits. Cela provoque une sorte de vibration, et du coup, ils savent que c'est un puits difficile. Ils ont beaucoup de difficultés à le forer, donc ils sont conscients qu'ils font face à une situation risquée tout au long du processus de forage. Cela arrive de temps en temps avec les puits. Mais à cette époque, dans l'industrie, on ne considérait pas ça comme des signes catastrophiques. On pensait que c'était dangereux, mais qu'on savait gérer ça. Faut-il abandonner ce gisement trop dangereux? Sur Deepwater Horizon, ils sont nombreux à se poser la question. David Hammer est journaliste d'investigation. Il a dirigé toute l'enquête sur Deepwater Horizon pour le plus important journal de Louisiane. Les ingénieurs de BP se posent également des questions. Ils envoient des emails à ce sujet sur la vitesse à laquelle les équipes forent le puits. En effet, quand vous creusez dans ces conditions de mer ultra profondes, vous devez faire attention à la fracturation du puits. Il y a une zone de sécurité à respecter entre la vitesse de forage et le taux de fracturation. Et là, ils sont dans une marge d'erreur très très réduite. Ce risque de fracturation était connu de l'équipe et c'est pour cela qu'ils ont réalisé des changements de programme par rapport au programme initialement prévu. Changements de programme d'ailleurs qui n'ont pas été soumis à une véritable analyse de risque. Cette fracturation du terrain indique que les conditions de forage à cette profondeur devenaient extrêmement compliquées et auraient pu amener à la décision d'arrêter le puits. Pourtant, à aucun moment, il ne sera sérieusement évoqué d'abandonner ce puits qui a déjà coûté beaucoup d'argent. Ce 20 avril, un contrôle doit être effectué dans le puits. Un contrôle qui devrait rassurer tout le monde. On doit vérifier si le ciment injecté le long de la paroi du puits a bien pris. Un test qui consiste à descendre dans le puits un outil qui va faire une sorte d'échographie du ciment autour du cuvelage pour vérifier qu'il y a du ciment bien tout autour du cuvelage et que l'espace entre le cuvelage et la paroi du puits est bien rempli. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, BP considère qu'ils peuvent s'en passer et le test est tout bonnement annulé. En fait, ils n'ont jamais réalisé ce test. Et à 11h du matin, l'équipe de contrôle est renvoyée chez elle. Ce 20 avril, le programme continue donc selon le planning habituel. Les conséquences seront dramatiques. 15 heures. Sur Deepwater Horizon, c'est la fin de la phase du forage, le moment où le puits va être rebouché de manière provisoire. Ensuite, Deepwater Horizon laissera la place à une seconde plateforme qui exploitera le gisement pour en extraire le pétrole. C'est une opération délicate, mais les équipes y sont habituées. Le moment où vous devez sceller le puits, c'est un peu stressant car vous devez vous assurer que tout est stable au niveau du puits lui-même avant de le refermer. L'opération est délicate, mais les accidents sont très rares. Le dernier en date dans la région a eu lieu 31 ans plus tôt, le 3 juin 1979, au large des côtes mexicaines, sur la plateforme Ixtoc 1. À la suite d'une manœuvre, le pétrole est violemment expulsé puis prend feu. La plateforme incendiée s'écroule et commence à libérer son pétrole. Entre 10 000 et 30 000 barils jour sont ainsi déversés pendant 9 mois. Aucune victime n'a été à déplorer, mais la catastrophe est restée dans tous les esprits. Heureusement, la plateforme n'est pas totalement isolée. Depuis 3 jours, un bateau, le Damon B. Bankston, s'est positionné autour de la plateforme Deepwater Horizon et se tient prêt à l'aider dans cette opération. C'est un bateau ravitailleur. 79 mètres de long pour 18 mètres de large, il peut transporter jusqu'à 3000 tonnes de matériel. Ces bateaux sont présents sur tous les forages offshore. Ils sont essentiels pour les plateformes. Il n'y a pas d'autre solution pour être ravitaillé à plus de 80 km des côtes. On transporte toutes sortes de produits, de la boue et des tiges de forage, des denrées, de l'eau, de l'essence, tout ce qui permet qu'une opération de forage se passe correctement.
Alwyn Landry est le capitaine de ce bateau depuis plus de 4 ans. Il connaît bien la plateforme Deepwater Horizon et son équipage. Cela fait plusieurs années qu'il travaille à leur côté. Ce jour-là est un jour comme un autre pour nous, plutôt calme. Depuis le matin, on est en stand-by. On nous demande de nous tenir prêts, de nous rapprocher le long de la plateforme et de nous connecter. On comprend à ce moment-là qu'ils vont sans doute fermer le puits, et donc on est en stand-by. Et on se prépare à recevoir des liquides de forage pour les ramener au port. Pour Alwyn Landry et son équipage, il s'agit d'une opération de routine. Ils n'ont a priori pas de raison de s'inquiéter. 17 heures. Dernière étape avant de fermer le puits. On doit vérifier que l'ensemble de la construction est stable et que le puits ne fuit pas. Pour ce faire, la technique est simple. On va injecter de l'eau de mer dans le puits. Celle-ci va remplacer le liquide qui a été utilisé lors du forage. La boue lourde, mélange d'eau, d'argile et de produits chimiques. Le test consiste à vérifier en tête de puits qu'il n'y a pas de variation de la pression. Une variation de pression indiquerait une intrusion de fluide dans le puits. Par conséquent, si la pression est stable en tête, on peut considérer qu'il n'y a pas d'intrusion et donc que la cimentation est étanche. Vers 19h30, il commence donc le test. Au début du test, il y a de la boue qui s'échappe du puits, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est a priori mauvais signe, le puits présente un réel danger. Et il faudrait logiquement abandonner son exploitation. Mais les équipes décident de faire un second test. Le protocole de test a été modifié pour obtenir le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire ne pas voir de pression en tête de puits. Le résultat de ce second test est donc positif et les équipes ont du mal à se l'expliquer. Mais la décision est prise, le puits sera bel et bien fermé ce soir. Ils prennent la décision de continuer. Pour eux, le test de pression donne des résultats inhabituels, mais ils pensent qu'ils pourront les expliquer plus tard. 20h30. Tout semble sous contrôle sur la plateforme. La mer est calme dans le golfe du Mexique. À bord, les 126 membres d'équipage ne se doutent pas que dans quelques minutes à peine, ils vont vivre l'une des plus grandes catastrophes pétrolières de l'histoire. « 20h50. L'opération pour fermer le puits a débuté. Seulement très vite, dans la cabine de contrôle, on fait des observations étonnantes. Il y a une accélération du débit et une augmentation de la pression. Et cela ne semble pas se calmer. Ils commencent à avoir des kicks. Il y a une remontée de fluide, mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Alors que l'opération se poursuit avec une partie de l'équipe, un peu plus loin, la vie suit son cours sur la plateforme. Ingénieurs et ouvriers se reposent dans leur cabine. La plupart des hommes sont dans leur chambre. Certains prennent une douche, d'autres s'apprêtent à se coucher, pendant que d'autres encore appellent leur famille, ce genre de choses. Aucun ne se doute du danger qui les guette. Pourtant, à 1500 mètres sous leurs pieds, de la boue commence à remonter le long de la tige de forage. La situation devient critique. Il s'avère que le ciment autour du puits n'a pas bien pris. Cela n'a pas été fait correctement. Il y a vraiment de la pression venant des hydrocarbures, pétrole et gaz, dans le tuyau de forage. Et il menace de remonter hors du puits. 21h30. Sous terre, les hydrocarbures semblent plus instables que jamais. Quand tout à coup... La pression augmente et de la boue de forage commence à refluer du puits, éclaboussant la zone de forage sur la plateforme. À quelques mètres de là, sur le Bankston, on comprend que quelque chose ne va pas. Mon bras droit est au poste de commande et s'assure du positionnement du bateau. Quand soudain, il remarque de la boue tombant de la plateforme. Je me lève, je regarde vers le haut et je vois que ça vient du derrick. Et là, je me dis, nous avons un sérieux problème. Après quelques secondes, l'éruption se calme. Pas de quoi rassurer les équipes sur la plateforme. Tous savent qu'à présent, pour empêcher une dramatique éruption, ils n'ont plus qu'une seule solution. En cas de problème,
Pour empêcher le pétrole et le gaz de sortir du puits, les équipes disposent d'une arme ultime située au fond de la mer sur la tête de puits, le BOP ou Blowout Preventer, littéralement machine à prévenir les éruptions. En français, on le traduit par bloc obturateur de puits. Le BOP vous procure un sentiment de sécurité. C'est le recours ultime. Vous avez vraiment l'impression que vous n'y aurez jamais recours, mais dans certains cas extrêmes, vous n'avez pas le choix. Le BOP pèse à peu près 450 tonnes et il est aussi haut qu'un immeuble de 4 étages. Il se trouve au fond de la mer, sur la tête de puits. Et de la salle des commandes, les équipes peuvent gérer l'arrivée d'air et contrôler certains niveaux de pression. Il s'agit d'un empilement de valves qui permettent de compenser la pression à l'intérieur du puits et d'empêcher le gaz et le pétrole de remonter. Il y a des plaques de métal qui peuvent se fermer autour du tuyau de forage. Le problème, c'est que la pression a augmenté dans le tuyau parce qu'ils n'avaient pas retiré les tiges de forage à l'intérieur. Un oubli qui va leur coûter cher. Ces tiges de forage, du fait du flux de gaz, se sont contorsionnées, si on peut dire, et ont empêché que les mâchoires du BOP se referment correctement sur ces tiges. De fait, l'étanchéité n'a pas été totalement assurée. Quand ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à actionner le BOP, alors que c'est la seule chose qui peut arrêter tout ça, c'est là qu'ils paniquent. À cet instant, les hommes comprennent qu'ils sont piégés. Le BOP ne va pas pouvoir empêcher une éventuelle éruption. Personne ne pensait qu'il y avait besoin d'un plan B. Le BOP avait toujours fonctionné jusque-là et les mécanismes de défense à l'intérieur du BOP sont redondants. Mais dans ce cas, ça n'a tout simplement pas fonctionné. 45 minutes après le début de l'opération de fermeture du puits, la situation devient plus critique que jamais. À cet instant, quelques minutes après la première éruption, une deuxième surgit, beaucoup plus intense cette fois. Cette fois-ci, la remontée est violente. De la boue de forage est projetée avec beaucoup de puissance. Du pétrole et du gaz sont expulsés violemment, arrosant toutes les personnes présentes. Le personnel court partout et essaye de contrôler ce reflux. Des gaz toxiques et hautement inflammables sont également expulsés. Le risque d'incendie est immense. Plus grave encore, personne sur la plateforme n'est prévenu du risque. Et la cause est à peine croyable. Alors que la catastrophe semble imminente, à bord de Deepwater Horizon, l'alarme générale reste muette. Pourtant, les témoins d'alerte s'allument bien dans le poste de contrôle géré par Andrea, responsable de la navigation sur la plateforme. Elle a des signaux de couleur magenta qui lui indiquent une forte concentration de gaz. C'est le plus haut niveau d'alerte. Mais il n'y a pas moins de 13 ou 14 boutons qui se sont allumés en même temps. C'est sa responsabilité à ce stade d'actionner l'alarme générale pour faire évacuer les employés. En fait, chose insensée, Transocéan, le propriétaire de la plateforme, a choisi de déconnecter l'alarme générale sur Deepwater Horizon pour ne pas réveiller les équipes. Une décision lourde de conséquences. 21h47. Un bruit strident et reconnaissable se fait entendre. Les hommes savent que l'heure est grave. Ils font face à une remontée de méthane, un gaz inflammable. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un nuage de gaz se propage rapidement au-dessus du derrick. Et surtout qu'il se dirige vers une zone très dangereuse. Certaines zones de la plateforme sont protégées. Il n'y a rien qui peut déclencher ou alimenter un feu. Mais il y a d'autres parties de la plateforme, comme la salle des moteurs et d'autres zones autour, qui sont hautement inflammables. Ce qu'ils ne voient pas à ce moment-là, c'est ce qui se passe au niveau des moteurs de la plateforme, ces générateurs diesel qui alimentent la plateforme en énergie. Et ces moteurs ont des arrivées d'air et ils commencent à aspirer le gaz naturel qui est hautement inflammable.
21h49. Le pire vient de se produire, une éruption d'hydrocarbures. L'électricité est immédiatement coupée. Les flammes, elles, commencent à ravager la plateforme. La pression est tellement forte, l'explosion crée une énorme boule de feu. Et il y a de multiples explosions à quelques minutes d'intervalle. Les hommes sont projetés à travers les pièces. C'est la confusion la plus totale. On a commencé à voir des barils et des conteneurs projetés hors de la plateforme, comme des roquettes. À quelques dizaines de mètres de là, des pêcheurs immortalisent les premières images de la plateforme en feu quelques minutes seulement après l'explosion. Les membres d'équipage ont peur. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils essayent de mettre leurs collègues en sûreté. Certains sont très gravement blessés. De son côté, Alwyn Landry décide d'éloigner d'urgence son bateau, le Bankston. Quand je commence ma manœuvre, je n'ai plus de contact avec la plateforme. Mais on comprend qu'il s'agit d'une éruption. Seulement, on ne sait pas à quel point c'est grave. Sans électricité, l'équipage n'a plus aucun moyen de contrôler ni de piloter la plateforme. Deepwater Horizon n'est plus qu'un bateau mort. Mais il existe encore un moyen de la sauver des flammes. Dernière possibilité pour tenter d'éviter le pire, la procédure de déconnexion d'urgence. Elle consiste à fermer le BOP et à déconnecter le tube qui relie le puits à la plateforme. L'objectif est clair, couper l'arrivée du pétrole vers Deepwater Horizon. Sans hydrocarbures, l'incendie cessera. Dans la salle des commandes, certains hommes essaient de déconnecter la plateforme du puits. Le but, c'est qu'elle ne soit pas reliée au puits par le tuyau de forage, car même si cette plateforme est stationnaire, techniquement, c'est un bateau. Elle peut bouger quand elle n'est plus reliée au puits. Donc, s'ils arrivent à la déconnecter, ils pourront peut-être l'éloigner du puits et de la source du feu, et au moins minimiser les dégâts. Mais le BOP va une nouvelle fois échouer dans sa mission. L'équipe de forage l'ignore alors, mais en fait, le BOP est hors service. Un des packs de batterie n'est pas opérationnel, et certaines des commandes sont mal câblées. Ce qui fait que lorsqu'ils actionnent les commandes, même manuellement, pour enclencher le BOP, ça ne fonctionne pas. La procédure de déconnexion d'urgence ne peut donc pas fonctionner. Ce qui sonne le glas pour Deepwater Horizon, toujours menotté au puits de l'enfer. Il n'y a plus qu'une seule solution, abandonner la plateforme. Quelques minutes après l'explosion, un signal de détresse est envoyé aux gardes-côtes. Le QG des gardes-côtes se trouve à la Nouvelle-Orléans et ils ont envoyé leur bateau dès qu'ils ont été alertés. Mais Deepwater est à 80 km des côtes de la Louisiane et la Nouvelle-Orléans est encore à 100 km au nord de l'embouchure du Mississippi. Donc quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas se rendre sur place immédiatement. Il va falloir au moins 45 minutes aux gardes-côtes pour arriver sur les lieux de la catastrophe. Autrement dit, une éternité. Nul ne sait combien de temps la plateforme se maintiendra à flot. Heureusement pour l'équipage, ils ne sont pas seuls. À quelques centaines de mètres de la plateforme, Alwyn Landry et son équipe assistent impuissants à tout le déroulement de l'accident. Le signal de détresse a été diffusé sur le canal général et une voix venant de la plateforme a demandé de l'aide en disant que la plateforme était en feu et qu'il l'évacuait. Il comprend immédiatement qu'avec son équipage, ils sont pour l'instant les seuls à pouvoir porter secours au personnel de la plateforme. Mais cette opération n'aura rien de simple. Mon équipe se dirige immédiatement vers les canaux de sauvetage.
Et ils comprennent que la prochaine étape, ce sera très certainement une opération de secours. Heureusement, les équipes de Deepwater Horizon sont très bien entraînées. De toutes les procédures d'urgence sur la plateforme, l'évacuation est la plus souvent pratiquée. La marche à suivre est claire. Il faut commencer par enfiler les gilets de sauvetage, puis se diriger vers les 4 canaux situés à plus de 40 mètres au-dessus de la mer. Benoît Ludo est directeur des opérations offshore pour Total. La sécurité est le cœur de son métier. Cela fait 30 ans qu'il travaille dans le groupe pétrolier français. L'évacuation d'une plateforme est un exercice qu'on fait régulièrement pour s'assurer que lorsque le problème sérieux arrive, c'est un réflexe et que les gens savent exactement ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, dans quel bateau, avec tout un système de cartes qui permet de savoir qui est resté à bord ou qui est parti. Très rapidement, on se rend compte que cette procédure n'est pas applicable. Atteindre les bateaux de sauvetage était le plus important. La plupart des membres d'équipage n'arrivent même pas à rejoindre leur zone d'évacuation. Tellement il y a de débris et parce que le feu empêche d'avancer. Donc ils finissent par monter dans le premier bateau de sauvetage qu'ils trouvent sur leur chemin. Ces bateaux, situés à bâbord et à tribord, peuvent contenir de 50 à 60 personnes. Ils sont accrochés à une grue et descendus par un treuil automatique au niveau de la mer. Ils sont recouverts, disposent d'un petit moteur et protégés contre le feu. Mais, ne parvenant pas à atteindre les canaux de sauvetage, paniqués, certains membres d'équipage décident de se jeter du haut de la plateforme. Et pourtant, le véritable danger n'est pas la noyade. Le pétrole brûle à la surface de l'eau tout autour d'eux. C'est dangereux, même une fois qu'ils se retrouvent dans l'eau. Mon capitaine et moi, on est sur le pont et on voit comme des flashs de lumière qui tombent dans l'eau. On se regarde et on se dit, ça doit être des gens. Ils ont mis leur gilet de sauvetage et ce sont les bandes réfléchissantes que l'on a vues. J'ai donc allumé un spot pour vérifier. Et il y avait une main dans l'eau qui nous faisait signe. L'équipage du Bankston décide alors de multiplier les allers-retours pour accompagner les rescapés jusqu'au bateau et récupérer ceux qui ont sauté dans le golfe au péril de leur vie. Tout ça est arrivé en l'espace d'1 heure à peu près. Et ça en dit long sur les qualités de mon équipe et du personnel de la plateforme. Ils savent comment gérer ce genre de situation. Mon équipe n'a pas arrêté de faire des allers-retours vers l'incendie pour sauver des gens, les sortir de l'eau. Ils ont fait un boulot incroyable. Je suis tellement fier d'eux. Ces photos prises sur le Bankston montrent les rescapés qui se rassemblent sur le pont du bateau. À l'intérieur, on improvise un hôpital de fortune pour les premiers soins. Mon souci principal, c'est le bien-être de ces hommes. Certains sont en pyjama ou en sous-vêtements, d'autres sont complètement trempés. Certains sont à moitié habillés. Du coup, mon équipe va chercher dans les cabines tous leurs effets personnels pour leur distribuer. Des jeans, des sweatshirts, des bottes, tout ce qu'ils peuvent, même des cigarettes. Certains en ont bien besoin. Ces hommes sont dans le besoin et mon équipe répond avec compassion. Ils sont fantastiques. En attendant les gardes-côtes, l'équipage du Deepwater Horizon décide de faire un recensement à bord. Le bilan est tragique. Sur les 126 employés, 11 manquent à l'appel. Une heure après le début de la catastrophe, le premier hélicoptère des gardes-côtes arrive sur le site. L'aide médicale d'urgence se met en place avec élitreillage et évacuation des blessés les plus graves vers les hôpitaux de la région. The Coast Guard is searching for at least 11 missing oil rig workers off of the coast of Louisiana. They vanished after an explosion last night. Search teams are hoping that they are on lifeboats in the Gulf of Mexico. Le Bankston a pour ordre de rester sur place pendant que les hélicoptères continuent de rechercher les survivants. Les rescapés vont rester à bord pendant plus de 7 heures. Le Bankston est finalement autorisé à rejoindre la côte au petit matin. Mais une fois tous les rescapés évacués,
la catastrophe est loin d'être terminée. Ce que personne n'imagine alors, c'est que Deepwater Horizon peut s'écrouler à tout moment. La lutte contre l'incendie ne peut commencer que lorsque les bateaux des gardes-côtes arrivent sur place. Les flammes qui dévorent la plateforme, filmées ici par les gardes-côtes, atteignent désormais près de 60 mètres de haut. Les gardes-côtes luttent sans relâche contre l'incendie devenu incontrôlable. Car c'est tout le puits qui est en feu et l'incendie est en permanence alimenté par la fuite de pétrole. Les gardes-côtes essaient immédiatement de circonscrire le feu, mais ils comprennent très rapidement qu'ils ne vont pas pouvoir éteindre l'incendie. Ils peuvent juste essayer de minimiser les dégâts. Malgré leurs efforts, le 22 avril 2010, soit 2 jours après l'explosion, la plateforme ne tient plus. Elle sombre et coule au fond de l'océan. Quand la plateforme s'écroule, personne ne sait ce qui va se passer. Peut-être que c'est la fin de cette catastrophe. On ne sait pas vraiment. Personne ne pouvait en effet imaginer la suite des événements. La guerre contre le pétrole ne fait que commencer, car sous l'eau, le pire s'est produit. En s'écroulant au fond de l'océan, la plateforme arrache le tuyau qui la relie encore au puits, ouvrant littéralement un robinet de pétrole pur dans le golfe du Mexique. L'accident local se transforme en crise internationale. Le drame de Deepwater Horizon fait l'ouverture de tous les JT. Les États-Unis s'apprêtent donc à faire face à la pire marée noire de leur histoire. Cleanup crews spent the day trying to keep the 12-mile-long oil slick from the rig from reaching shore. Dès lors, une double course contre la montre s'enclenche. Secours et ingénieurs doivent mener 2 missions de front. Il faut reboucher cette fuite au fond de la mer et empêcher le pétrole d'atteindre les côtes. La priorité, c'est d'empêcher le pétrole de remonter à la surface et de flotter jusqu'aux côtes, aidé par les courants ou le vent. C'est sur le rivage que les dégâts seraient les plus graves. On sait très bien que les formes de vie les plus vulnérables se trouvent sur les côtes. 29 avril, soit 9 jours après le début du drame. La marée noire est déclarée catastrophe nationale. Les images satellites de la NASA sont alarmantes quant à la progression de la nappe de pétrole. D'abord d'une surface de 3000 km², sa taille augmente rapidement pour atteindre 74 000 km², 2 fois la taille de la Belgique. Au plus haut sommet de l'État, le président Obama lui-même prend les choses en main. Dès le 2 mai, il se rend sur place en Louisiane et fait régulièrement des points sur la situation. What really matters is this. There's oil leaking and we need to stop it. We need to stop it as soon as possible. Mais pour savoir comment combattre cette marée noire qui menace désormais les côtes de 5 États américains, encore faut-il connaître l'étendue de la catastrophe. Scientifiques et ingénieurs vont bientôt découvrir la tragique réalité. BP envoie des robots sous-marins pour filmer le flux de pétrole et tenter d'estimer les dégâts. Ce sont 70 000 barils, 800 000 litres de pétrole au minimum par jour qui se déversent dans l'océan au plus fort de la crise, l'équivalent du naufrage de 4 pétroliers par jour. Il faut absolument reboucher ce puits maudit qui alimente sans cesse la nappe de pétrole, et vite. Seulement, il y a un obstacle de taille. Personne n'avait jamais imaginé un tel scénario, et personne n'a de solution. Une telle catastrophe n'est jamais arrivée. Il n'y a pas de plan qui dise quoi faire si une telle éruption a lieu. Il n'y a vraiment rien de mis en place à l'époque pour gérer cette situation. Si cette fuite avait eu lieu à terre, dans un puits pétrolier à terre, l'affaire aurait été réglée en quelques jours. On parle d'intervenir à des milliers de mètres sous la surface des flots, donc c'est extrêmement compliqué. Au moment de la catastrophe, on ne connaît qu'une seule technique. Creuser un puits de dérivation qui va venir intersecter le puits Macondo pour injecter du ciment à la source. Problème, cela prendra au moins 3 mois.
D'un point de vue ingénierie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On parle de creuser à plus d'1 kilomètre sous la terre. Imaginez, vous creusez sous terre, sous un angle différent, et vous intersectez le puits, qui n'est pas plus gros que ça. Hein. C'est une opération très très précise, vraiment très difficile à réaliser. BP n'a donc pas le choix et lance tout de même le chantier tout en essayant de trouver d'autres solutions en parallèle. Et là, on a une situation extraordinaire, je dirais, un peu comme en période de guerre ou en période de crise, où là, l'industrie, toutes les forces industrielles internationales, je dirais pas seulement américaines, se penchent sur un problème technique et mettent tout en œuvre pour trouver une solution innovante. Ils ont un conseil de guerre, ils appellent ça vraiment comme ça, à Houston et à Robert en Louisiane, où ils ont réuni les meilleurs scientifiques. Ils les ont tous mis au travail pour essayer d'arrêter ça. Et bientôt, ce conseil de guerre pense avoir trouvé la solution pour endiguer cette marée noire. « 8 mai 2010. Les experts annoncent au monde leur solution. Ils vont poser une sorte de dôme de plus de 70 tonnes au fond de la mer, directement sur la tête du puits. BP appelle ça un top hat. Ils vont essayer de descendre ce dispositif sur le puits et littéralement de mettre un couvercle dessus. Mais très vite, ils vont le reconnaître, leur solution ne fonctionne pas. Lorsqu'on descend cet équipement dans des conditions de pression et de température en mer profonde, ça se bouge tout de suite avec la création de ces fameux hydrates qui se créent, qui sont des espèces de neige qui se créent avec, dans des conditions de pression et de température avec de l'eau et du gaz. Donc ça, ce système de cloche n'est pas très efficace. Une autre solution est alors imaginée, encore plus invraisemblable. Ensuite, ils essayent ce qu'ils appellent le junk shot, c'est-à-dire qu'ils descendent au fond de la mer des détritus, des pales de golf, des choses comme ça, et ils les lancent dans le puits pour essayer de tout enterrer. Ces deux tentatives sont des échecs, mais les ingénieurs n'ont pas dit leur dernier mot. En parallèle, en surface, il n'y a pas de temps à perdre. La nappe de pétrole se rapproche dangereusement des côtes. Tous les moyens sont bons pour faire disparaître le pétrole. Des moyens titanesques sont mis en place, du jamais vu. Au plus fort de la crise, BP a fait travailler jusqu'à 48 000 personnes. C'est gigantesque. Au plus fort de la crise, BP a utilisé 6 500 bateaux, plus d'une centaine d'avions. On imagine le budget. Le budget dépassera les 40 milliards de dollars. Militaires et gardes-côtes vont d'abord installer des barrages tout le long du littoral et plus de 150 km de boudins flottants anti-pollution à proximité des côtes. Ils vont également utiliser la technique de brûlage des nappes d'hydrocarbures. L'équivalent de 10 000 barils sont ainsi brûlés quotidiennement. Et les gardes-côtes ne s'arrêtent pas là. Ils vont vaporiser par avion des produits chimiques appelés dispersants pour tenter de dissoudre les nappes de pétrole à la surface. On met un produit pour que ce pétrole soit transformé en gouttelettes très fines et soit brassé dans les premiers 10 mètres pour que les bactéries viennent les manger. On favorise un phénomène naturel de biodégradation. Mais la grande innovation technologique de cette pollution en termes de technique de lutte, c'est le traitement de dispersants de fond. On injecte du dispersant au fond de la mer, directement à la sortie du puits, pour dissoudre le pétrole avant qu'il ne remonte à la surface. On n'avait jamais utilisé de dispersant à cette profondeur, avec de telles pressions et des températures aussi basses. Donc on ne savait pas comment cela allait se comporter d'un point de vue chimique. On ne savait pas quels effets ces dispersants pourraient avoir sur le long terme, notamment sur les organismes marins et toute la biologie marine qui existe au fond de l'océan. Cette catastrophe a servi de test grandeur nature. Difficile de connaître les conséquences exactes de cette utilisation de dispersants au fond de la mer. Pendant ce temps, les ingénieurs pensent avoir trouvé une solution pour stopper la fuite du puits. Ils ont mis au point un nouveau dispositif, ce qu'ils appellent une technique de coiffage du puits. Ce n'est pas un dôme, c'est un petit BOP. Donc c'est un système avec une vanne, un peu plus petit, qui a moins de fonctions, qui est plus robuste, et qu'on va descendre et connecter
sur le puits. Et en se connectant, il va faire une étanchéité avec le puits. Et ensuite, on va pouvoir le fermer. Et le 15 juillet, après 87 jours de marée noire, BP annonce avoir enfin contrôlé la fuite grâce à ce capping stack. Mais cette solution n'est que temporaire. Le puits Macondo sera définitivement scellé le 19 septembre grâce au puits de dérivation. Il aura fallu 5 mois pour le forer, le temps normal d'un forage à cette profondeur. Mais le travail des ingénieurs n'est pas fini. À présent, ils doivent trouver de nouvelles solutions pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Un an après la catastrophe, ce sont près de 1700 km de zones marécageuses et de plages qui ont été polluées. C'est la pire catastrophe de toute l'histoire du pétrole aux États-Unis. Encore aujourd'hui, aucun accident n'est comparable. Cette marée noire a eu des conséquences écologiques terribles pour la faune des littoraux, pour les oiseaux, pour les mammifères marins, pour les poissons. Plus de 6000 oiseaux sont morts, dont 2200 englués dans le pétrole. Près de 600 tortues de mer ont péri. 153 dauphins se sont échoués sur les côtes. Et pourtant, selon les spécialistes, cela aurait pu être pire encore. Pour une catastrophe de cette ampleur, ils ont eu de la chance. Les courants à cette période ont empêché le pétrole d'atteindre les côtes de manière massive. L'État de Louisiane a relâché beaucoup d'eau douce dans l'océan pour repousser le pétrole loin des côtes. Et puis, il y a aussi la présence dans les eaux du Golfe du Mexique de bactéries mangeuses de pétrole qui cassent les nappes de pétrole, le tout dans une eau très chaude. Cela amplifie le phénomène et a permis de nettoyer la marée noire plus facilement. Donc d'un point de vue environnemental, beaucoup de choses ont aidé. Et aussi grave que puisse être cette marée noire, ça aurait pu être bien pire. Mais dans l'industrie pétrolière mondiale, la catastrophe fait l'effet d'une onde de choc. Elle sera l'élément déclencheur d'une réflexion profonde pour repenser et améliorer la sécurité à bord des plateformes pétrolières. Toutes les compagnies qui avaient des plateformes offshore ont revu l'intégralité de leurs procédures de sécurité à l'issue de cet accident. Exactement comme tous les exploitants de réacteurs nucléaires ont tout repassé au crible après l'accident de Fukushima. On est dans le même ordre de grandeur. Plusieurs décisions ont été prises. Le BOP reste toujours le système de protection ultime contre une éruption de puits, mais les systèmes d'urgence ont été multipliés et modifiés pour être actionnés automatiquement. Des capping stacks, les dispositifs de coiffage de puits, sont désormais disponibles dans les différentes mers du globe et peuvent être acheminés en moins de 10 jours en cas de danger. Toute l'industrie pétrolière est préparée maintenant à faire face à ce genre de situation et ça a été un grand tournant, je pense. Le gouvernement américain et l'industrie pétrolière ont réfléchi ensemble pour tenter de réduire les risques. Mais ils vous le diraient eux-mêmes, le risque zéro n'existe pas. Et plus ils creusent profondément dans des niveaux de pression extrêmement élevés et des environnements géologiques compliqués, moins on sait ce qui pourrait se passer. Si la sécurité s'est accrue, c'est que les risques ne cessent d'augmenter. Face à la diminution des ressources de pétrole disponibles, l'industrie continue de repousser les frontières, de creuser toujours profondément et toujours plus loin des côtes. Les activités de forage sont des activités dangereuses. Un accident comme celui de Deepwater Horizon peut se reproduire demain. Les compagnies pétrolières ont dépensé des milliards de dollars pour développer ces dispositifs de coiffage. Mais à certaines profondeurs et sous certaines pressions, ils ne seront plus capables de fonctionner. À ce jour, BP a été reconnu coupable dans toutes les procédures judiciaires engagées. Au total, les remboursements, indemnités, contraventions et condamnations diverses s'élèvent à 63 milliards de dollars. Quant aux 11 victimes de la catastrophe, 11 hommes de 22 à 56 ans, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ont désormais un monument qui leur rend hommage à la Nouvelle-Orléans. À quelques kilomètres de là où a sombré Deepwater Horizon, souvenir d'un enchaînement d'erreurs et de décisions dramatiques qui ont rendu cette plateforme hors de contrôle.